C'est la fin de la semaine et voici votre édition du journal rétrospectif dont voici les grands titres. Un gouvernement d'union nationale sera mis en place d'ici les 14, soit 21 jours après la réception de l'accord signé à la Cité de l'Union africaine par les chefs de l'État le 24 octobre dernier. Cela dit, nous pouvons compter jour J-2 pour connaître ce nouveau gouvernement. La plateforme SK-Edit a présenté ses services et ses partenaires ce vendredi dernier au cours d'une conférence à la galerie présidentielle. Parmi ces partenaires, on peut citer le groupe BSC de M. Yvan Ramazani. Enfin, les Américains ont fait leur choix ce mardi dernier par la voie de urne avec 267 grands électeurs pour le gagnant, les 45e présidents élus et Donald Trump du Parti républicain qui succédera à Barack Obama à la Maison-Blanche d'ici les 20 janvier prochain. Signé le 18 octobre dernier à la Cité de l'Union africaine, l'accord politique prévoyait la mise en place d'un nouveau gouvernement le mercredi 9 novembre 2016, soit 21 jours après la signature de l'accord. Une prévision qui n'a pas abouti, partant de la date de la remise de l'accord au président Kabila, situation élevée par le président de l'UNC, Vital Kamerhe, déclarant ainsi « On ne peut pas demander au président Joseph Kabila d'appliquer un accord dont il n'avait pas pris connaissance ». D'où le nouveau gouvernement sera mis en place 21 jours après le 24 octobre, date de la remise de l'accord au président de la République, soit plus ou moins le 14 novembre 2016, comme annoncé par le Bureau du dialogue ce mardi 8 novembre. Le président Joseph Kabila respectera l'intégralité de toutes les dispositions de l'accord issu du dialogue, a déclaré Alexis Thambwe Mwamba au cours de la conférence de presse commune à Kinshasa. Il s'y est par ailleurs de rappeler que les consultations actuelles menées par la SENCO sont les débuts de l'application de l'accord politique relative à l'article 24 de cet accord qui prévoit la clause d'inclusivité, a estimé Vital Kamerhe, qui s'est vite retrouvé en contradiction avec certains délégués au dialogue qui pensent que ce n'est pas ce qu'ils ont signé. Il reste à savoir qui seront les ténors de ce nouveau gouvernement. Rendez-vous dans quelques jours. 15 représentants de pays membres du Conseil de sécurité étaient attendus ce vendredi 11 novembre à Kinshasa. L'objectif de cette visite de 3 jours dans la capitale congolaise et à Beni dans le nord-est du pays est de décrisper les climats politiques qui s'est tendu ces dernières semaines. Pour les Nations Unies, c'est une façon de montrer que la communauté internationale prend la crise politique en RDC au sérieux et qu'elle veut qu'une solution pacifique soit trouvée. La délégation prévoit aussi des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda ainsi que le président de la République Joseph Kabila, au cours desquels elle évoquera des questions relatives au mandat du président et l'organisation des élections. Ces questions ont déjà été traitées lors du dialogue de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. C'est donc une ingérence dans les affaires intérieures de la RDC, selon la Russie, la Chine, qui salue l'accord politique signé le 18 octobre dernier et les efforts du président de la République Joseph Kabila Kabange. Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu, dit ignorer pour l'instant l'origine de l'explosion survenue le mardi au quartier Kieshero dans la ville de Goma. Une explosion qui a causé la mort d'une fillette de 8 ans et une trentaine des casques bleus qui ont été blessés. Julien Paluku, qui s'est rendu le même jour sur le lieu accompagné des membres du Conseil provincial de sécurité, a affirmé que seuls les résultats des enquêtes pourront déterminer ce qui s'est réellement passé. Il indique ce qui suit, je cite, « Il est trop tôt pour préciser effectivement s'il y a une main noire, si c'était un accident ou si c'était un attentat ou toute autre chose. Donc, je me réserve pour l'instant de devoir déterminer la nature de ce qui est arrivé à nos casques bleus de la MONUSCO. » Fin de citation. La MONUSCO accompagne donc le gouvernement congolais avec des enquêtes pour cette situation. Son représentant RDC, Maman Sidikou, se dit très impliqué dans cette affaire. La nature de cet incident et son commanditaire doit être connue. Il affirme que la MONUSCO fera le maximum pour retrouver ceux qui ont placé cet engin explosif et les punir. Notons que des enquêtes sont en cours depuis le jour de l'incident. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Théophile Mbemba a suspendu le professeur Kassengedia, directeur de l'Institut supérieur de techniques appliquées ISTA. Cette suspension fait suite aux protestations des étudiants contre l'augmentation brusque par leur direction générale du taux de leurs frais académiques de 930 francs congolais, $1,
à 1125 francs congolais. Les étudiants ont manifesté leur mécontentement en bloquant le tronçon qui relie l'avenue Baramoto et l'entrée du quartier Bon Marché. 2 véhicules ont été brûlés au cours de cette manifestation. Appelée par les autorités de l'ISTA pour protéger le patrimoine de l'Institut, la police a tenté de disperser les étudiants avec plusieurs coups de gaz lacrymogène. Ces derniers se sont attaqués aux policiers. Cité par la radio onusienne, le directeur général de l'Institut supérieur de techniques appliquées, le professeur Kassenge Diam, dit ne pas comprendre les agissements des étudiants. Il s'est exprimé en ces termes. Nous avons mis $1 pour 1125 francs congolais, la majorité était d'accord, sauf quelques-uns. Quand je suis arrivé à l'Institut, la tension a baissé. Maintenant, nous avons mis $1 pour 967 francs congolais. Si c'est ça le prix de la paix, qu'est-ce qu'on peut faire? Cet accrochage a coûté au professeur Kassenge Dia son poste de directeur général de l'ISTA. C'est dans un communiqué de presse publié le mardi 8 novembre que le propriétaire de la BIAC, son repreneur officiel, ont annoncé la liquidation de la BIAC qui était sous tutelle de la BCC. Ayant relevé le 11 octobre dernier, au cours d'une assemblée extraordinaire, plusieurs obstacles auxquels elle a fait face, la BIAC, placée sous la gestion du comité d'administration provisoire de la Banque centrale le 30 mai dernier, accuse la Banque centrale, qui avait pourtant 3 mois pour redresser, liquider ou trouver un repreneur, d'avoir alourdi de plus en plus le dette de cette firme. Déclarant avoir tiré des leçons des expériences passées sur les liquidations forcées de banques en RDC, les actionnaires ont décidé de liquider volontairement la banque et de désigner un liquidateur chargé de désintéresser tous les créanciers sous supervision, contrôle et transparence de la Banque centrale du Congo, a indiqué ce communiqué. De son côté, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a fait savoir dans une interview accordée à la radio Top Congo qu'aucune de ces banques, à savoir la BIAC et la FIBank, ne sera liquidée. Deogracias Mwananimbo explique ses refus par le processus de reprise de ces banques par de nouvelles banques entamées par la Banque centrale du Congo. Il rassure par ailleurs les épargnants de ces banques qui ne perdront pas leur dépôt. Ici est de noter que selon le gouverneur de la Banque centrale du Congo, la BIAC sera reprise par une banque chinoise alors que la FIBank sera confiée à une banque congolaise. Depuis quelques mois, l'hôtel Memling de Kinshasa du groupe belge Sabena est mis en vente. D'après le quotidien belge Le Soir, qui a relevé cette information, 2 acheteurs potentiels ont déjà manifesté leur intérêt pour le rachat de l'établissement hôtelier qui est estimé à environ plus de 16,5 millions d'euros. Les intéressés de cette vente sont d'une petite chaîne internationale et un homme d'affaires congolais, a indiqué Le Soir. D'après Van Bugenout, curateur du Memling, cité par Le Soir, cette vente est justifiée par le contexte politique très tendu en République démocratique du Congo. À en croire la même source, le contexte politique congolais actuel a freiné le rendement de 180 chambres de cet hôtel. Il est de noter qu'un délai de 3 ans pour la vente du dernier hôtel de la Sabena est donné au curateur du Memling, selon le journal Le Soir. C'est à la galerie présidentielle au 4e niveau, local 5B7, dans la commune de la Gombe, qu'a lieu la conférence sur la présentation de SK Edit et ses différents services. Agrémentée par un orchestre kimbanguiste, la conférence a eu plusieurs étapes. Notamment la présentation du Centre de préparation et de placement à l'emploi CEPP, en sigle partenaire de GlissVision, qui a pour objectif principal l'encadrement des demandeurs d'emploi. Cette présentation a été suivie de celle de SK Edit, produit de GlissVision, qui est un système de gestion de contenu avec comme but la création des projets dynamiques, la gestion des sites web en permettant l'administration et l'accès depuis n'importe quel appareil connecté à l'Internet. Notons que plusieurs témoignages ont été faits au cours de cette rencontre par les partenaires de SK Edit, notamment le groupe BSC TV avec son chargé de marketing Tony Ngandou qui a fait une brève présentation. Le bureau stratégique de communication BSC en sigle a fait son entrée dans le monde communicationnel avec une équipe rédactionnelle et d'infographes qui ont fait preuve. Le DG du groupe BSC, Yvon Ramazani, a félicité le directeur général de SK Edit pour cette bonne initiative, qui selon lui doit normalement continuer. Il a demandé aux jeunes Congolais d'avoir l'esprit de créativité. C'est un début de quelque chose,
Je crois que ça intéresse tout le monde. Si ça ne nous intéresse pas, on n'allait pas être là. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on appelle les BIC. La logique de départ, quand nous avons commencé la communication, c'était pour présenter quand même un Congo positif. Parce qu'on a l'habitude souvent d'être complexé, de croire que c'est ailleurs où ça se passe bien qu'ici. Et je peux dire aux jeunes, le modèle à suivre, c'est le modèle de Gaston. Quand on sort de zéro, on se crée soi-même, on se fait un nom. Peut-être vous ne vous rendez pas compte de ce qu'il a créé, qui n'existait pas et qui va rester. Parce que le souci d'un homme, c'est s'immortaliser. La deuxième conférence des Nations Unies sur le changement climatique s'ouvre ce lundi 7 novembre à Marrakech au Maroc. Cette conférence qui débute ce 7 novembre prendra fin le 18 novembre 2016. Il sera question de concrétiser l'accord de Paris et mettre l'Afrique au centre de l'échiquier climatique. Bien que n'étant pas signataire de la COP22, la RDC a délégué 200 personnes à cette conférence sur le climat. Parmi ces délégués, il y a des représentants du gouvernement et de la société civile ainsi que des experts. Au cours de ces assises, les délégués de 197 parties engagées à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique vont rendre opérationnel l'accord sur le climat, signé l'année passée à Paris, qui est entré en vigueur le 4 novembre dernier. La RDC, signataire de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, n'a pas encore ratifié cet accord. Hans-André Djamba, directeur du cabinet adjoint du ministre congolais de l'Environnement et chef de la délégation congolaise à Marrakech, cité par la radio onusienne, espère que la RDC va procéder très rapidement à la ratification de ce texte. Selon Hans-André, c'est l'une des conditions pour que le pays accède aux avantages liés à l'accord de Paris, dont l'accès au fonds vert. En attendant, il promet d'œuvrer pour qu'au sommet de Marrakech, la ratification de l'accord de Paris ne soit pas retenue comme critère d'accès de pays les moins avancés au fonds vert. Le fonds vert pour le climat est un organisme financier de l'Organisation des Nations Unies rattaché à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Il est de noter que le fonds vert a pour objectif de réaliser le transfert de fonds de pays les plus avancés à destination de pays les plus vulnérables afin de les aider à réduire leurs émissions de gaz à effet. Après 4 mois pour le rédiger, 1 semaine pour en faire la promotion, 3 jours pour voter ce texte, enfin la Côte d'Ivoire vient d'entrer dans sa 3e République avec une nouvelle constitution. Ce, malgré plusieurs contestations de la part de l'opposition politique ivoirienne qui, pour mémoire, a boycotté le référendum et refusé les résultats des urnes. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a rappelé devant l'ensemble de son gouvernement et de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, que ce texte a pour objectif principal tourner la page d'une décennie de crise. Il ajoute que le vent de la démocratie a de nouveau soufflé sur la Côte d'Ivoire et que les promesses de la 3e République sont des promesses de paix, de stabilité, d'égalité et de modernité. Malheureusement, l'opposition n'adhère toujours pas à ce discours. Reste à savoir qui sera le vice-président de cette 3e République ivoirienne que nommera le président Alassane Dramane Ouattara, puisque cela est prévu dans le texte de la nouvelle constitution. Le républicain Donald Trump va succéder à Barack Obama après sa victoire contre la démocrate Hillary Clinton à la présidentielle américaine de ce 8 novembre 2016. Le 45e président de la plus puissante nation du monde est désormais connu et c'est le milliardaire Donald Trump. Alors que tous les sondages ou presque le présentaient perdant face à la candidate démocrate, le républicain Trump a battu sa rivale en remportant 278 grands électeurs contre 218. Un score amplement suffisant pour gagner le fauteuil présidentiel qui exige le vote de 270 grands électeurs. À 70 ans d'âge, marié et père de 5 enfants, Trump, qui est à la tête d'un vaste empire immobilier, a la particularité d'arriver à la Maison-Blanche sans avoir exercé auparavant un quelconque mandat électif et pratiquement novice
dans la gestion des affaires politiques et militaires. Cet aspect des choses suscite déjà bien des interrogations au sein de l'opinion tant américaine que mondiale quant à la capacité de ce 45e président à mener à bon port son pays. Ce qui est vrai est qu'avec la victoire en marge des républicains qui ont remporté la majorité tant à la Chambre des représentants qu'au Sénat, Donald Trump aura plus les mains libres de nommer les personnes de son obédience au poste clé et par surcroît pourra faire passer sa politique, en tout cas sans trop de peine. En attendant son investiture le 20 janvier 2017, le successeur de Barack Obama devra se mettre immédiatement au travail en vue de relever plusieurs défis qui l'attendent. Les candidats républicains Donald Trump est élu 45e président des États-Unis avec 276 grands électeurs. Dans son discours après l'annonce des résultats, Donald Trump a affirmé qu'il sera le président de tous les Américains et qu'il est temps pour les Américains de s'unir en un seul peuple. À ceux qui ne l'ont pas choisi, Donald Trump les a appelés à travailler ensemble parce qu'en travaillant ensemble, ils commenceront à construire les pays pour rendre à l'Amérique sa grandeur et rétablir le rêve américain. Selon Donald Trump, l'Amérique a un potentiel fantastique pouvant lui permettre de doubler le taux de croissance et avoir l'économie le plus puissant du monde en ayant aussi d'excellentes relations avec les autres pays du monde et reprendre en main les destins de l'Amérique. Face au discours de la victoire de Trump, plusieurs réactions politiques ont retenti. Pour les présidents français François Hollande, surpris, cette victoire ouvre une période d'incertitude. Par ailleurs, Vladimir Poutine, le président russe, a déclaré qu'il espère un travail conjoint pour restaurer les relations russo-américaines en crise. Ici est de noter que cette victoire inattendue et inespérée de Donald Trump a secoué le monde entier et a fait manche de beaucoup de peur, notamment pour le Mexique et le Canada, pays frontaliers des États-Unis d'Amérique. Après son élection à la tête des États-Unis d'Amérique, Donald Trump a reçu des messages de félicitations de plusieurs chefs d'État dans le monde. Le Mexique et le Canada se sont dit prêts et veulent travailler étroitement avec le 45e président américain. La Russie, elle, tout en félicitant Trump, dit espérer un dialogue constructif. Quant à l'Allemagne, elle propose à Trump une collaboration étroite sur base des valeurs. Le continent africain n'est pas en reste pour des messages de félicitations et autres réactions sur le nouveau locataire de la Maison-Blanche. Quelques personnalités africaines sont notamment des présidents RD congolais, ougandais, rwandais, égyptiens, burundais et sud-africains. Quoi qu'il en soit, l'incertitude domine. Les Africains souhaitent donc que le président Trump soit différent du candidat Trump. Un souhait qui part du fait que le candidat Trump avait appelé à interdire l'accès du territoire américain aux musulmans et donc visait ainsi plus de 400 millions d'Africains. Pour ceux envers qui le pouvoir Obama était hostile, la victoire de Trump est vue d'un bon œil. D'autres États africains comme le Rwanda espèrent la continuité des bonnes relations. La présidente libérienne Ellen Johnson s'interroge si Trump saura-t-il vraiment construire des ponts avec l'Afrique. Ici en République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila Kabange a adressé des sincères félicitations au nom du peuple congolais et en son nom à Donald Trump pour sa brillante élection. À travers lui, tous les Américains qui souverainement ont décidé de lui confier le destin de leur pays. Joseph Kabila a exprimé sa disponibilité à œuvrer avec Trump pour l'affermissement des relations d'amitié et de coopération qui existent entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Notons également que l'élu américain Donald Trump a très peu parlé de l'Afrique, mais il a plaidé pour une politique moins intrusive dans les pays africains. Un élément rassurant pour des pays du continent qui voient d'un mauvais œil la montée en puissance de l'interventionnisme américain en terre africaine. Allusion faite surtout au Niger et à la Tunisie où il y a maintenant des bases militaires américaines. C'en est fini pour cette édition rétrospective dont voici le rappel de titre. Un gouvernement d'union nationale sera mis en place d'ici les 14, soit 21 jours après la réception de l'accord signé à la Cité de l'Union africaine par les chefs de l'État le 24 octobre dernier. Cela dit, nous pouvons compter jour J-2 pour connaître ce nouveau gouvernement. La plateforme SK Edit a présenté ses services et ses partenaires ce vendredi dernier au cours d'une conférence à la galerie présidentielle. Parmi ces partenaires, on peut citer le groupe BSC de M. Yvan Ramazani. Enfin, les Américains ont fait leur choix ce mardi dernier par la voie de urne avec 267 grands électeurs pour le gagnant, les 45e président élu et Donald Trump du Parti républicain qui succédera à Barack Obama à la Maison-Blanche d'ici le 20 janvier prochain. C'est sur cette note que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi et bon week-end chez vous.